Merci. Bonjour tout le monde. Avant tout, merci d'être là pour parler d'un sujet vraiment très important. Mon nom, c'est Angelica Bracelente. Je suis avocate et chargée de projet chez Juripop et je travaille plus particulièrement pour le programme de l'Aparté. Puis aujourd'hui, la table ronde, notre idée, c'est qu'on s'est mis aussi, nous, en mode fiction. On a écrit 2 cas qui sont basés sur des dossiers qu'on a eus, mais aussi de ce qu'on entend, des observations et puis évidemment des éléments fictifs. Puis à travers ces 2 cas, ce que l'on souhaite, c'est vous présenter le parcours d'une personne victime et survivante de violence et de harcèlement, puis d'un point de vue juridique, mais aussi psychosocial. Puis avec ça, j'ai mes 2 merveilleuses collègues. Il y a Jessica Prou, qui est avocate senior chez Juripop. Ça fait aussi 4 ans qu'elle travaille là. Puis elle a accompagné plus d'une centaine de personnes dans leur parcours juridique. Donc elle a une très, très grande expérience. Et puis mon autre collègue, Constance Laurin, qui est criminologue et spécialiste clinique aussi. Gestionnaire des spécialistes cliniques. Puis, entre autres, elle a notamment mis sur place l'approche multidisciplinaire dont elle aura l'occasion de vous parler longuement. Avant de commencer, peut-être quelques mots sur l'Aparté. L'Aparté, c'est un programme qui a été fondé en 2018. Donc, vous le savez, en 2018 commence la vague MeToo. Puis, évidemment, elle prend de plein fouet le milieu culturel québécois. Puis, à ce moment-là, les associations professionnelles se questionnent, ne savent pas non plus comment être outillés avec toute cette déferlante d'appels. Il y a eu énormément de libéralisation de la parole à un moment donné, donc c'était beaucoup, beaucoup d'appels en même temps. Puis ils se sont concertés avec le ministère de la Culture et des Communications et ils ont dit « OK, ça marche pas, ça nous prend quelque chose, peut-être une institution indépendante ». Puis là, ils ont pensé à Juripop. Puis Juripop, c'est une OBNL en accès à la justice. Ça fait 15 ans qu'elle existe. Puis ça a été fondé par 15 étudiants en droit qui, déjà il y a 15 ans, avaient déjà pressenti qu'il y aurait un problème d'accès à la justice. Et depuis, c'est des tonnes de programmes innovants, dont l'Aparté. Aussi, pourquoi on est ici? Ça fait 4 ans qu'on est partenaire du Salon du Livre de Montréal. On est très fiers. Aussi, c'est des chiffres que je donne comme ça, mais ça reste des chiffres à notre échelle à nous. Donc, ce n'est vraiment pas des chiffres qui donneraient un portrait réel de la situation. Mais rien que chez nous, l'année dernière, 1 dossier sur 6 provenait du milieu littéraire. Donc, on pense que c'est vraiment pertinent de parler de ce sujet-là. Donc, en partant de nos dossiers et des éléments fictifs, je vais vous lire, dans le fond... ça ne s'affiche pas, finalement. OK. je vais vous les lire. Dans le fond... Ah, parfait. C'est tout petit, je vais vous les lire, mais c'est juste de les garder en tête. Ces 2 personnes-là, ces 2 personnes qui vont nous accompagner pendant toute cette table ronde. Donc, on a Rami. Rami, c'est un auteur de 35 ans. Il a signé un contrat d'exclusivité avec une maison d'édition indépendante pour ses 2 prochains romans. La maison d'édition est composée de seulement 2 personnes et d'aucun conseil d'administration. Le directeur de la maison d'édition, Lucas, commence à avoir des propos offensant auprès de Rami, notamment sur son travail. Puis finalement, au fur et à mesure, les propos deviennent personnels. Il se met à critiquer sa façon d'écrire, qu'il trouve nulle, sa façon de s'habiller, qu'il trouve démodée jusqu'au timbre de sa voix. Puis finalement, il lui dit « c'est à cause de tout ça que tu ne vends pas assez de livres ». Donc ça, c'est notre premier cas, Rami. Après ça, on a notre deuxième cas qui est Laura. Laura, elle est écrivaine, elle travaille dans une nouvelle maison d'édition. Ça marche-tu ? Elle est envoyée par son employeur dans un cocktail pour la promotion d'un nouveau partenariat avec une librairie. À ce cocktail, il y a Carl. Carl, c'est un nouvel auteur. Lui aussi, il vient de signer avec la maison d'édition. Carl, il a trop consommé cette soirée-là, puis il commence à lui poser des questions très gênantes sur sa vie privée, et notamment sur la fréquence de ses rapports sexuels. Tout de suite, Laura est gênée, lui demande d'arrêter et il s'excuse. Quelques semaines plus tard, elle reçoit des textos de la part de Carl qui lui dit « Écoute, j'ai des textes à te présenter, j'aimerais ça qu'on se voit. » Elle accepte par professionnalisme, ils sont collègues. Puis une fois sur place, il commence à lire donc, ces nouveaux textes. Puis ces textes font référence à des rapports sexuels. Puis en les nommant, il la regarde, il regarde sa bouche, il regarde sa poitrine. D'ici la fin de la soirée, il glisse ses mains sur ses cuisses, puis Laura est pétrifiée, figée. Elle demande l'addition, puis elle s'en va. Donc, partant de ces cas-là, je poserai ma première question à ma collègue Jessica.
comment tu définirais les types de harcèlement que l'on retrouve le plus souvent dans le milieu littéraire? Puis, est-ce que tu trouves que c'est difficile à identifier parce que c'est un milieu qui est quand même très particulier? Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, merci, Angelica. Juste démystifier, parce qu'on entend plein de choses. On entend l'harcèlement moral, sexuel, psychologique, criminel, discriminatoire. Puis des fois, on a un peu de la misère à se démêler dans tout ça. Donc, peut-être ramener ça dans le milieu de travail. Il y a la grande catégorie du harcèlement psychologique. On n'aura pas un article de loi qui va complètement différer pour les autres, mais c'est seulement des manières de nommer des types d'harcèlement dépendamment des choses qui vont être dites, qui vont, dans certains cas, notamment l'harcèlement sexuel, donner droit à d'autres recours. Et là, je fais une petite parenthèse. Le harcèlement criminel a un degré criminel, c'est-à-dire que les agressions sexuelles, le partage d'images non consensuelles, tout ce qui se trouve dans le code criminel ne fait pas en sorte qu'on n'a pas à prendre des responsabilités en termes d'employeur, mais ça fait en sorte que ça déborde du cadre seulement de l'employeur. C'est vraiment, on peut se tourner vers la police. Donc, quand on parle d'harcèlement criminel, c'est vraiment quand on dit en anglais stalking, on sent que notre sécurité est en danger. Ça peut être d'épier quelqu'un proche de son domicile, lui écrire par des manières technologiques, la suivre, faire référence au fait qu'on sait où est-ce qu'elle habite, on sait où est-ce qu'elle sort avec ses amis, par exemple. Et vraiment, quand on a peur pour notre sécurité physique, psychologique, ça passe la barre de seulement la responsabilité au travail et on rentre dans le criminel. Ce qu'on voit dans le milieu littéraire, il y a des formes de crimes sexuels, il y a des agressions sexuelles, mais il y a beaucoup aussi d'harcèlement qu'on appelle psychologique. Donc ici, c'est dans le cas de Rami, qui sont aussi sanctionnables parce qu'on veut créer un milieu de travail qui est exempt de ça. Donc, c'est vraiment là, de faire la distinction qu'il n'y a pas deux régimes complètement différents. On parle de la grande famille du harcèlement psychologique avec des particularités là, qu'on va démêler ensemble. Oui, et donc tu parles de Rami. Rami, c'est du harcèlement psychologique, c'est ce que tu nommes notamment. Est-ce que, comment il pourrait se défendre suite à ces propos dévalorisants? Est-ce qu'il a des options légales qu'il peut utiliser pour lui? Oui, donc là, Rami, c'est sûr qu'on vient de mentionner que c'est une personne qui a signé. C'est quelqu'un qui est un travailleur autonome. Puis souvent, dans le milieu de la culture, on se retrouve à trouver un chapeau qui est difficile parce qu'on n'est pas nécessairement salarié. Donc, on se dit, est-ce qu'on peut avoir les mêmes droits? Et il y a eu beaucoup de discussions pour justement adresser cet angle mort-là dans le milieu littéraire. Et la loi sur le statut de l'artiste est rentrée en vigueur en 2022 pour justement venir défaire cet écart-là qu'il y avait entre les salariés et les personnes travailleurs autonomes. Donc, Rami aurait droit d'avoir un recours en harcèlement par rapport à cette loi sur le statut de l'artiste et d'avoir donc les mêmes droits qu'une personne salariée. Avant de se rendre à cette étape-là, qui est très judiciaire, qui est plus formelle, d'aller au tribunal, on a ce qu'on appelle les politiques internes. Et tous les employeurs au Québec, que ce soit une petite entreprise de 2 employés à une grande entreprise de 500 employés ont la même obligation. C'est-à-dire qu'il doit avoir une politique à l'interne qui identifie la personne responsable et on donne la chance comme ça, d'avant de rendre ça jusqu'au tribunal, de donner la chance à l'employeur d'adresser ça à l'interne. Donc, Rami pourrait commencer à voir, est-ce qu'il y a une politique qui existe à l'interne? Qui est la personne nommée? Est-ce que je peux faire un signalement? Et des fois, ça vient avec plein de formes de résolution alternatives. On peut commencer par rencontrer la personne, il y a des formes de médiation, il y a d'autres solutions de règlement de conflit d'avant de se rendre, mais ça serait les premières options que Rami aurait là. Et est-ce qu'il y aurait des obstacles, le fait qu'il soit écrivain? Est-ce que, comparativement à un autre salarié, mettons, travaille 9 à 5 dans un bureau, est-ce que c'est plus compliqué pour lui? Mais je pense que ma collègue Constance va y revenir plus amplement, mais d'entrée de jeu, on est très conscient que le milieu littéraire, c'est un milieu où c'est comme beaucoup d'autres milieux de la culture, on est dans le contact. On est dans des petites entreprises. Donc, souvent, quand je vais dire aux personnes qui viennent chez Jury Pop, as-tu eu accès à la politique? Ils vont dire oui, mais la personne qui est nommée pour aller faire ma plainte, c'est le directeur. Puis c'est le directeur de qui j'ai vécu du harcèlement. Donc, des fois, les politiques, même s'ils ont une bonne volonté d'exister, ils vont avoir une certaine limite de la grosseur des maisons d'édition, de la nature, de tout le monde se connaît. Je sais que je fais une plainte, elle ne sera pas confidentielle. Je n'ai pas confiance dans le traitement qui va être fait parce que, justement, tout le monde est en proximité, on se connaît et c'est beaucoup basé sur à qui je vais signer une fois que mon contrat est terminé. C'est beaucoup sur la réputation des personnes. Donc, c'est des obstacles inhérents au milieu qu'on peut observer. Il y a aussi un obstacle de temps. Malheureusement, au Québec, le harcèlement psychologique, la plainte, c'est 2 ans. Donc, souvent, ça prend du temps avant de réaliser les impacts que ça a eu dans nos vies. On a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, puis ils ont eu besoin de beaucoup de recul, ils ont eu besoin de prendre la distance. Puis, au terme de 3-4 ans, ils ont finalement le courage de venir nous consulter. Et puis moi, je dois leur nommer, malheureusement, que l'obstacle du 2 ans est réel, leurs droits sont souvent échus là, à ce moment-là.
Oui, et j'embraye sur le cas de Laura. Elle vit des avances sexuelles, notamment elle se fait toucher la cuisse, donc on est même sur des attouchements. Est-ce que ça diffère? Comment ça se traduit juridiquement? Est-ce qu'elle pourrait, elle aussi, se défendre d'une autre manière, peut-être que via le harcèlement psychologique? Donc, Laura, elle vit du harcèlement sexuel. Pour la loi sur le statut de l'artiste, il n'y a pas de distinction, c'est-à-dire qu'elle aurait le même accès au tribunal du travail. La politique interne de son employeur devrait également traiter de ça. La distinction qu'on voit quand c'est du harcèlement sexuel, c'est que ça peut avoir une nature criminelle, comme je vous avais dit. Donc, prendre les fesses de quelqu'un, les cuisses sans son consentement, ça pourrait, dans certains cas, être qualifié d'agression sexuelle au terme du code criminel, mais également une discrimination basée sur le sexe. Donc, quand on fait des actions par rapport à notre sexualité, on rentre aussi dans ce qu'on appelle les discriminations de la Charte des droits de la personne et ça donne ouverture à un recours à la Commission des droits de la personne pour du harcèlement qu'on appelle discriminatoire. Donc, elle aurait cette option-là supplémentaire par rapport à Rami, là, ici. C'est vraiment très intéressant. Donc là, on a parlé plus des types de harcèlement. Souvent aussi, on vient nous voir à l'aparté. Des fois, on est plus dans des manques de professionnalisme, des petites choses comme couper la parole, tout ça. Est-ce qu'il y a une différence avec le harcèlement? Comment on arrive aussi à comprendre l'incivilité du harcèlement? Mais le harcèlement, en fait, on va nommer que c'est des gestes vexatoires qui sont répétés. Sauf si c'est un geste d'une grande gravité, on n'aura pas le besoin de répéter dans le temps, là. Donc, souvent, quand on parle d'agression sexuelle, on ne demandera pas que ça soit répété, vous comprendrez bien, pour qu'on nomme ça d'harcèlement. Et ça a un effet néfaste dans le temps qui fait en sorte que notre milieu de travail devient vraiment difficile à travailler puis néfaste. Juste avant le harcèlement, on a ce qu'on appelle les incivilités. Les incivilités, c'est un petit peu un écart de normes de bonne conduite au travail. Donc, on parle d'un collègue qui va rouler les yeux, qui va toujours être sur son téléphone pendant les rencontres, qui va couper la parole aux gens, qui va claquer les portes, qui ne va pas répondre à des bonjours. Ce n'est pas des personnes qui sont harcelantes pour autant, mais ça rend le milieu de travail vraiment désagréable. Et de tolérer les incivilités sur du long terme, on voit sur le terrain puis dans la littérature que ça va créer des terreaux fertiles à développer du harcèlement. Donc, souvent, les bonnes politiques, on va les appeler non seulement politiques contre le harcèlement, mais on va les appeler les politiques contre le harcèlement et les incivilités pour donner une emprise aux employeurs qui veulent décider d'être proactifs puis de dire, écoutez, on n'est pas devant une situation de harcèlement psychologique, on n'est pas encore rendu là, mais moi, j'entends que cette personne-là a un comportement qui déplaît aux gens, ça rend un climat de travail qui est assez lourd, on va adresser la situation avant que ça l'escalade puis les gens sentent que ça passe au niveau d'harcèlement. Oui, je comprends. Donc, on arrête le feu avant que ça boue. Exact. C'est vraiment très intéressant. Constance, toi, dans ton travail chez Jury Pop, que ce soit comme criminologue ou tu as été aussi spécialiste clinique pendant des années, est-ce que tu saurais nous décrire c'est quoi les obstacles émotionnels et psychologiques qu'une personne victime peut avoir à affronter dans son parcours, puis aussi la difficulté d'aller au signalement, de dénoncer les violences que l'on vit? Oui, pardon. Oui, absolument. Il y a plusieurs obstacles à la dénonciation. On peut penser notamment de base au fait que vivre des violences, notamment à caractère sexuel, ça constitue une expérience traumatique. Quand on parle de traumatisme, ça peut être un seul événement, un cumul d'événements ou un événement encore qui est tellement intrinsèque au quotidien de la personne qu'elle ne se rend même pas compte de l'impact traumatique que ça a sur elle. C'est vraiment une expérience qui est subjective. Donc, le critère d'analyse, c'est celui de la personne qui vit la situation, qu'on considère l'experte de son vécu, puis qui va vivre une perception de menace à sa vie ou à son intégrité. Donc, c'est vraiment important aussi de voir la notion de sécurité justement à travers le prisme de la sécurité physique, mais aussi de la sécurité psychologique, émotionnelle d'une personne. Lorsqu'une personne elle expérimente une expérience traumatique, son cerveau va la protéger de ça. En quelque sorte, il y a des réactions vraiment neurologiques qui vont expliquer le fait qu'elle va adopter certains positionnements, un peu comme l'idée du fight, flight or freeze. Donc, la personne pourrait combattre, fuir ou figer. C'est la réaction de figer qui est la plus fréquente chez les personnes victimes et survivantes de violences à caractère sexuel. Ça s'explique notamment par le cortex préfrontal, qui est une structure du cerveau qui est la structure qui permet le raisonnement, la pensée logique, le fait d'organiser l'information, de l'encoder, de pouvoir après y référer de manière cohérente, claire, avec des repères temporels. Mais cette structure-là, elle va comme être
avoir un enjeu de fonctionnalité lors d'un événement traumatique. On n'y aura pas accès nécessairement, ce qui va expliquer qu'une personne, après, va peut-être avoir des trous de mémoire, des incohérences dans son récit. Ce n'est pas un manque de crédibilité. Ça ne veut pas dire que c'est pas arrivé. Au contraire, c'est normal de présenter ces limitations-là, si on veut. Également au niveau de l'hippocampe, donc qui est la structure du cerveau qui permet de d'encoder l'information de manière chronologique, réfère vraiment à la mémoire autobiographique d'une personne qui va aussi être affectée. Donc, encore une fois, qui va expliquer pourquoi ça peut être plus difficile pour une personne de se rappeler d'un événement précis, de date précise, etc. D'où la pertinence de se sensibiliser à l'égard des mythes et préjugés parce que souvent, on va poser énormément de questions. Le système est fait comme ça aussi. On va vouloir établir est-ce que ça s'est passé, est-ce que ça s'est pas passé. On responsabilise alors beaucoup les personnes victimes qui sont juste pas en mesure de donner l'information. Puis on devrait aussi se baser sur ce qu'elles ont à dire, sur leur témoignage et tout. Puis c'est des circonstances où souvent il n'y aura pas ce qu'on appelle la preuve corroborante, donc des faits externes, secondaires qui vont pouvoir permettre d'appuyer un peu le vécu qui est rapporté par la personne victime. Donc quand on parle de mythes et préjugés, ça peut prendre énormément de formes. Ça peut aussi être des biais inconscients, donc des pensées automatiques, des raccourcis mentaux qu'on met en place involontairement, mais qui ont un préjudice réel sur la personne victime de violence. On peut penser à l'idée que la majorité des violences à caractère sexuel, elles sont commises par des inconnus. Les statistiques, les recherches démontrent qu'au contraire, c'est d'habitude une personne de l'entourage. On peut penser également à l'idée des fausses dénonciations, de faire ça pour se venger, que ce soit pas dans des intentions qui sont de bonne foi. Au contraire, ce qu'on observe, c'est que le processus est très revictimisant, très demandant, demande du courage, de la vulnérabilité, qu'une personne victime n'a rien à gagner à inventer une histoire, que ça se base sur des expériences vécues, puis que dans les faits, c'est un nombre réellement faible de fausses dénonciations là, qui prendraient place. On peut penser également comme obstacle à la dénonciation à tout le phénomène de victimisation secondaire. Ça réfère à l'idée que lorsqu'une personne va dénoncer, divulguer, briser le silence, elle va recevoir une réponse inadaptée de système, d'environnement qui va contribuer à exacerber les conséquences qu'elle a ou en créer de nouvelles. La somme de ces réponses inadaptées-là peut même amener une personne à vivre un état de stress post-traumatique notamment. Mais donc, la personne enregistre l'information que quand elle dénonce, quand elle brise le silence, elle est habitée de culpabilité, de honte, elle est responsabilisée, etc. Donc, ça va vraiment précariser un peu son processus de reprise de pouvoir ou de reconstruction. Puis ça peut contribuer au silence de beaucoup de personnes victimes. Donc, ce serait un autre élément à considérer. Il y a aussi le fait qu'elles vivent des conséquences qui affectent leur capacité à dénoncer concrètement. Par exemple, on sait que les personnes victimes de violences vont pouvoir présenter une estime d'elles plus faible, vont avoir de la difficulté avec certaines capacités d'affirmation, pour avoir des limitations cognitives qui découlent des violences qu'elles ont vécues. Ce sont tous des exemples de conséquences qui vont faire en sorte que c'est plus complexe pour elles de dénoncer une situation. Puis, ultimement, il y a toujours aussi la crainte de représailles, surtout dans un milieu, comme Jessica le nommait, qui est plus petit, plus étroit, où les opportunités dépendent beaucoup du bouche à oreille, où on veut avoir une bonne réputation, etc. Ça aussi, ça peut vraiment contribuer à un obstacle à la dénonciation. Puis je pense que, ultimement, pour surmonter ces obstacles-là, si on veut, pour prévenir la victimisation secondaire, puis accompagner davantage la personne dans un processus de reprise de pouvoir sur sa vie. On se doit de cultiver notre savoir-être, puis ça peut se faire notamment à travers une approche qui est sensible au traumatisme, qu'on utilise notamment chez Jury Pop, qui demande donc tout simplement de s'adapter aux besoins et aux limites des personnes victimes et survivantes qu'on rencontre, d'avoir une approche qui est individualisée et pas un one size fit all, de prendre le temps de rencontrer l'humain multidimensionnel qui est devant nous. Oui, c'est ça, j'allais te demander justement, chez Jury Pop, on a cette approche multidisciplinaire. Peut-être que pour le public, c'est moins évident. Est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que c'est, et puis comment justement dans ton travail, dans celle de tes collègues, vous réussissez justement à surmonter les obstacles que tu viens de nommer qui sont énormes. Donc,
Oui, ben, en fait, chez GEPA, on travaille en multidisciplinarité. Donc, les avocats, avocates, le personnel de soutien travaillent étroitement avec des spécialistes cliniques, membres de différents ordres professionnels, donc autant travailleuses sociales, criminologues, sexologues, etc. On va vraiment faire des rencontres conjointes ou en amont ou suivant. On va aussi être un soutien pour nos collègues qui sont surexposés à du contenu sensible et traumatique. Puis ça va prendre la forme très concrètement de formulaires adaptés qu'on a mis en place, qu'on a développés pour vraiment poser les bonnes questions, utiliser un langage d'allié, expliquer pourquoi on pose une question, c'est dans quel objectif, accompagner la personne selon ses besoins individualisés, donc être plus ou moins présente, aller solliciter des fois aussi une intervenante à l'externe avec laquelle la personne aurait déjà créé un lien de confiance. On veut lui éviter d'avoir à se raconter à de multiples reprises. Donc, s'il y a déjà un professionnel dans son réseau qui peut être pertinent, aidant, on va l'impliquer aussi, on va lui faire de la place pour faciliter un peu la cueillette d'informations. On peut être une figure de soutien dans le processus de médiation, être présente, réfléchir en amont tout le temps des facteurs de protection pour la personne, faire en sorte que le processus soit le plus doux possible. On ne pourra pas éliminer toute la victimisation secondaire qu'elle risque de vivre parce que le système, malheureusement, est fertile à ça. Mais on peut, autant que possible, mettre des choses en place puis centrer la personne à agir là où elle a du contrôle plutôt que sur des éléments qui sont malheureusement hors de notre contrôle, qui font partie d'un gros système qui bouge lentement. Et je reviens un peu en arrière. On parlait des obstacles à la dénonciation, puis on le voit beaucoup dans le milieu littéraire, mais dans le milieu culturel, beaucoup, on travaille avec sa personnalité, il y a beaucoup d'artistes, il y a aussi des gens qui ont des auras de célébrité. Est-ce que tout ça, c'est des facteurs de plus? Tu as nommé tantôt que les personnes victimes avaient peur des mesures de représailles, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient vraiment inhérents à ce milieu-là? Oui, mais à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi les violences à caractère sexuel, notamment fondées sur le genre, là, donc les femmes sont surreprésentées à titre de victimes, bien que des hommes aussi soient victimes, puis que ce soit tabou de dénoncer. Les violences, elles s'inscrivent dans des rapports de force, donc dans des dynamiques où il y a une relation de pouvoir. Donc déjà, il faut prendre conscience un peu de ce rapport de force-là qui pèse sur les personnes victimes, mais puis qui découle aussi de la socialisation, hein. Les violences, c'est une problématique qui est sociale, c'est pas individuel, c'est pas la responsabilité d'un individu. Tout le monde peut jouer un rôle d'allié, tout le monde a sa part là-dedans, puis ça commence à travers la socialisation, donc comment les jeunes filles, les jeunes garçons sont élevés pour correspondre à certains moules. Donc, on leur impose certains stéréotypes de genre. Les filles vont être davantage sensibilisées à un peu prendre soin des autres, être dans le care, être douce, être conciliante, etc. Donc, des conditions qui vont peut-être qui vont constituer un facteur de vulnérabilité, on pourrait dire, à certaines formes de violence, alors que les garçons vont être élevés potentiellement en valorisant des compétences de prendre la place, occuper de l'espace, s'affirmer, mettre son poing sur la table, être dans des positions de leadership, etc., qui peuvent contribuer, encore une fois, à une position davantage de domination. Donc, ceci étant dit, déjà, il y en a comme cette grosse structure-là. Puis, en effet, à l'intérieur de certaines organisations, notamment à l'intérieur du milieu de la culture ou littéraire plus précisément, ces rapports de force-là peuvent être exacerbés. On parlait du nombre de personnes qui gravitent dans le milieu. Ça peut jouer une influence aussi. La crainte de perdre son emploi, de devoir avoir des contacts fréquents avec la personne, qu'on soit victime d'une campagne de salissage par la suite si on dénonce ou on divulgue. Le manque de politique de prévention claire ou le fait, comme Jessica disait, qu'après la personne ressource est impliquée dans l'enjeu qu'on veut dénouer. Sont tous des exemples. Là. Le fait de manquer aussi un accès à de l'information juridique spécifique à son milieu et à sa réalité, ça serait tous des exemples d'obstacles un peu à la dénonciation qui sont plus inhérents au milieu littéraire notamment. Justement, tu parles de ressources. Je me tourne vers toi. Quand tes collègues, tu sais, souvent on veut agir aussi, on veut aider. On entend des choses des fois. Donc, est-ce que quel rôle on peut jouer finalement? Est-ce que les témoins, par exemple, d'une situation auraient un rôle à jouer? Est-ce qu'ils sont contraints par la loi? On me le demande vraiment souvent. Puis il faut dire que nous, nos services sont pas seulement ouverts aux victimes et aux témoins. Puis en proportion, il y a très souvent des témoins qui veulent savoir quoi faire.
souvent, on parle des obligations des employeurs, on parle des obligations des employés, mais qu'en est-il de l'obligation des témoins? Est-ce que si on dénonce pas une situation qu'on a vue, après, ça peut revenir contre nous de dire, ben j'ai vu quelque chose, j'ai rien dit? La réponse juridique est qu'il n'y a pas d'obligation de témoin. Mais la réponse morale et d'aide qu'on voit, c'est qu'évidemment, ils ont un rôle considérable dans la prévention du harcèlement. Donc, il y a différentes stratégies qu'on peut adopter comme témoins que j'encourage, même s'il n'y a pas d'obligation légale. La première, c'est évidemment, il faut sentir l'espace sécuritaire pour le faire. La première, c'est vraiment nous-mêmes comme témoins d'intervenir pour faire une distraction. Donc, on parle, par exemple, d'une discussion qui nous met mal à l'aise. On entend que la personne est prise en grippe à gauche, il y a des questions intrusives. On pourrait parler de quelqu'un qui, au moment où est-ce que Laura se fait poser des questions, pourrait entendre, pourrait arriver dans la conversation et faire une simple distraction en disant « Avez-vous vu, on a 2 coupons pour un verre de vin rouge ou vin blanc », puis essayer d'amener à changer le sujet de conversation. Évidemment, ce n'est pas toujours possible. On ne sent pas toujours la place pour le faire. On a peur nous-mêmes de représailles. C'est très possible. On ne veut pas être associé à ça. Donc, une autre stratégie qu'on va appeler agir avec du délai après. Donc, c'est laisser le moment passer, d'aller voir après la personne puis lui dire, écoute, j'ai entendu ce qui s'est passé. Si jamais tu te sens mal à l'aise, il y aurait des raisons de. Voici la politique. Savais-tu qu'on avait une politique? Voici la personne ressource et référer la personne. Évidemment, on n'a pas à agir comme témoin, comme intervenant psychosociaux. C'est pas notre rôle. Si c'est quelque chose de criminel, on n'est pas non plus des policiers, des enquêteurs. Donc, c'est vraiment de sentir à la personne qui est soutenue référer vers les bonnes personnes. Il y a aussi l'option, encore une fois, si vous sentez la sécurité psychologique et physique, d'aller voir la personne autrice des commentaires violents et dire « Écoute, j'ai entendu ce que tu as dit tout à l'heure. Je ne veux pas parler pour la personne que tu l'as dit, mais moi, ça m'a mis vraiment mal à l'aise que tu dises ça. » Et ça peut avoir un impact vraiment que la personne soit conscientisée à ça. Une autre des options qu'on va toujours favoriser, c'est aller vers des personnes de confiance, d'aller voir la personne dans la politique, votre gestionnaire, la personne qui est en position de gestion dans l'organisation, puis dire « Écoute, moi, je ne veux pas nécessairement être mêlée à ça, mais je veux juste vous nommer que ça fait plusieurs fois que je suis témoin de telle situation. Et après ça, c'est leur responsabilité, donc, d'adresser ça, de voir ce qu'ils veulent en faire. Ça peut être une option. » Et finalement, de ne pas d'accueillir la personne qui vient se confier à vous par rapport à ça, parce que témoin aussi, ça peut être témoin d'un témoignage. Ça peut être quelqu'un qui est en train d'aller ventiler dehors, va fumer sa cigarette, puis dire « Excuse-moi, là, je suis vraiment choquée, il vient de m'arriver telle chose, j'avais la porte fermée, puis on m'a dit tel commentaire. » Mais c'est à ce moment-là d'accueillir, puis pas d'essayer justement de faire l'avocat du diable, de dire des commentaires comme on sait bien lui, mais tu sais, il n'est pas méchant, ou elle n'est pas méchante, elle agit toujours comme ça. Donc, d'éviter les commentaires qui vont minimiser, dire écoute, je ne sais pas là, je te crois, je t'entends, mais je t'invite à aller voir la personne. Si tu ne te sens pas bien avec ça, voici les ressources, puis de faire un transfert comme ça, doux puis bienveillant, là. Oui, puis c'est ce qu'on a observé beaucoup. Il y a un mémoire qui va bientôt sortir sur les violences à caractère sexuel dans le milieu culturel, justement, avec 2 chercheuses. Puis on a contribué et ça me fait penser que c'est des choses qui étaient beaucoup nommées. Puis plus comme allié dans ce cas-là, parce que c'est sûr que témoin, tu as nommé, mais plus d'un point de vue psychosocial. Si on veut être un bon allié, qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce que tu penses qu'en étant un bon allié, on peut aussi aider à ce que le parcours de la personne victime soit plus, je dirais pas doux, mais tu sais, amélioré? Est-ce qu'on peut faire une différence? Premièrement, je pense absolument qu'on peut faire une différence dans la manière dont on va accueillir et soutenir la personne. Je pense qu'à la base, pour être un ou une bonne alliée, il faut utiliser un langage d'allié, donc utiliser les vrais mots, parler, pas utiliser d'euphémisme, donc ne pas vouloir adoucir la réalité parce que ça contribue à banaliser, à minimiser certaines formes de violence. Donc, le choix des mots est essentiel. Expliquer ce que j'entends par le mot que j'utilise pour s'assurer qu'on n'évacue pas aucune réalité et qu'on est inclusif autant que possible de l'ensemble des réalités que la personne peut vivre. D'expliquer aussi pourquoi on pose certaines questions parce que des fois, on peut sentir que c'est rattaché à un préjugé ou un mythe, c'est de demander à la personne en as-tu parlé, as-tu dénoncé? Ça ne veut pas dire qu'on lui met la pression qu'absolument la bonne chose à faire, c'est de dénoncer. Fait que d'expliquer, mais non, mais je veux juste m'assurer que tu es soutenu, que tu as un réseau alentour de toi, etc. Aussi, quand je parle d'utiliser les bons mots, ça peut être de parler justement de harcèlement et pas juste d'un incident, d'un accident, d'une inconduite. Donc, encore une fois, ce serait des exemples un peu d'euphémisme ou juste de mots qui nécessairement ne correspondent pas à la réalité de ce que la personne a vécu. Puis le critère d'analyse qui nous intéresse, c'est toujours aussi
celui de la personne concernée. Donc, lui demander, toi, comment tu as vécu cette situation-là, ou comment tu le nommerais, ou comment tu veux que je la désigne, etc. Donc, partir de son seuil de confort, si on veut, mais de son expérience surtout. Prendre aussi le temps de distinguer, je crois, l'empathie et la sympathie. C'est facile d'osciller entre les deux quand on est proche, surtout de la personne qui nous rapporte quelque chose, qui va se confier à nous à titre de personne de confiance, par exemple. En matière d'empathie, on va être là pour soutenir la personne. On va lui laisser l'espace de vivre ses émotions, puis on va être capable, grâce à cette distance-là, de quand même s'imaginer un peu ce qu'elle a vécu, de partager son sentiment, si on veut. Tandis que quand c'est dans la sympathie, bien là, on va être envahi par l'émotion, puis c'est nous qui va finir par prendre l'espace, puis potentiellement mettre même inconfortable la personne devant nous. Ça part tout le temps de bonne foi puis de bonnes intentions, de je veux donc bien être là pour elle, puis je veux qu'elle se sente écoutée, puis ça me fait de la peine ce qu'elle vit. Mais il y a des outils pour, à ce moment-là aussi, vous-même, si vous êtes habité du vécu ou de ce qui vous a été raconté, mais d'aller appeler à des ressources spécialisées ou quoi que ce soit, aller chercher des espaces pour vous-même ventiler, puis pouvoir soutenir la personne. Puis c'est correct aussi de nommer sa limite. Si la personne, elle fait un pas vers vous, c'est normal, on sent une pression de vouloir bien l'accueillir, bien l'aider, mais il y a des circonstances de vie qui peuvent faire que c'est pas un bon moment pour vous ou que ça rencontre une des limites que vous avez vous-même. Donc, ça peut être aussi de lui dire hey, c'est tellement important ce que tu me dis, je veux qu'on prenne le temps de s'en parler. Est-ce que ça te convient si on fait un retour là-dessus demain? Aujourd'hui, je t'avoue que ma tête n'est pas là ou quoi que ce soit. Il y a des manières de pouvoir être dans des meilleures dispositions possibles pour pouvoir accueillir ultimement la personne. Je pense que la clé, donc, c'est de respecter le rythme de la personne, de ne pas lui mettre la pression, de ne pas être en mode solution, mais davantage, dans un premier temps, en mode écoute, accueil, ventilation. Puis, ultimement, de référer aussi, parce qu'être un bon allié, c'est reconnaître les limites de sa compétence. On a beau avoir du savoir-être, on n'est pas nécessairement un intervenant psychosocial, on n'est pas non plus nécessairement formé à l'égard des violences, du harcèlement, etc. Donc, de ne pas hésiter à proposer plein de ressources à la personne pour qu'elle ait le choix d'explorer l'avenue qui lui plaît le mieux, qui fait le plus de sens pour elle. Et tu nommes justement, donc quand on a nos limites, de référer. On le sait, c'est quand même compliqué d'avoir accès à des ressources psychosociales. Il y a une pénurie aussi. Puis on est très chanceux à l'Aparté notamment d'avoir l'approche multidisciplinaire, même si ça remplace aucunement les services psychosociaux. Mais est-ce que toi, tu sais s'il existe d'autres ressources que peut-être le public pourrait être intéressé à savoir, qui sont aussi plus spécialisées peut-être à la réalité du milieu culturel? Mm-hmm. On peut penser donc évidemment à l'Aparté, à Jury Pop, au syndicat de l'UNEC, donc l'Union des écrivains du Québec, au GAST, à la Fondation des artistes pour du soutien financier. Mais au final, en effet, le triste constat, c'est quand même que les ressources, elles sont saturées, puis que c'est difficile aussi à avoir accès à des ressources qui sont donc spécialisées, qu'il y a certains délais quand on se tourne vers le communautaire, par exemple, quoi que ce soit, par rapport aux listes d'attente, etc. Donc, c'est sûr que ça peut être un enjeu considérable aussi, mais je pense que quand même, ces ressources-là sont des bonnes pistes. Puis tu parlais du rapport aussi. Je pense que si le sujet nous intéresse, ça peut être vraiment intéressant aussi d'aller consulter le rapport Cox. Puis également d'avoir la réflexion sur comment on réfère la personne. Donc, c'est une chose de proposer des ressources, mais on ne veut pas laisser l'idée non plus qu'on se débarrasse, entre guillemets, un peu de la situation ou qu'on ne se considère pas imputable ou responsable ou quoi que ce soit. Donc, vraiment de proposer à la personne là, un ensemble de ressources en expliquant hey, je pense que ces personnes-là sont les plus désignés pour t'aider, ils sont habitués à intervenir dans ce genre de situation-là délicate qui demande vraiment une certaine connaissance. Puis je veux être sûre que tu as les bons outils dans ton coffre à outils. Je peux être là pour te soutenir, je peux être là pour faire le premier appel, le premier pas vers l'organisme, te rendre au rendez-vous. Dis-moi de quoi tu as besoin. Ça, voici comme le bassin de ce que je peux faire, mais il y a un autre bassin de choses que je ne peux pas faire parce que je ne suis pas spécialisée, par exemple. Donc, ce serait des clés de savoir-être là, aussi qu'on peut avoir donc, quand on fait un référencement, de vraiment, dans l'écoute, le non-jugement, d'avoir une posture de curiosité à l'égard de la personne, puis d'accepter aussi que ça peut prendre un certain temps avant qu'elle accepte d'aller voir une ressource. Des fois, il faut quand même répéter plusieurs fois notre discours, puis espérer qu'à un moment donné, il y aura peut-être une fenêtre d'opportunité où la personne va se mobiliser à travers cet outil-là dont elle dispose d'aller voir des ressources spécialisées. Donc, ouais, il y a encore beaucoup de travail. Tu le nommes, il y a une vraie pénurie quand même. Donc,
c'est d'autant plus important, je pense, surtout qu'on est dans le cadre du salon pro. Le minimum, finalement, c'est de tous s'intéresser à ce sujet-là, d'avoir un langage commun et de se former. Surtout quand on voit qu'il y a un problème d'accès à certaines ressources. Si au minimum, on peut faire tous ce travail-là, je pense que ça peut aider. On est presque à la fin de cette table ronde. J'ai envie de poser peut-être une question plus positive à mes chers collègues. Finalement, quel message souhaiteriez-vous transmettre aux personnes présentes aujourd'hui? Eh bien, moi, je vais faire du chemin sur ce que tu as mentionné, notamment qu'il y a du chemin à faire, mais quand même, sur une note positive, je dois souligner l'adoption de la loi sur le statut de l'artiste. C'est pas parfait, il y a encore des écueils, il y a des gens qui vont tomber dans les cracks, qui ne seront pas couverts, mais le fait que le milieu culturel, dans le milieu de la culture lié au livre, donc le milieu littéraire, se soit mobilisé pour avoir des droits de la même manière que d'autres salariés, c'est une grande avancée. Donc, les gens sont entendus, on met le doigt sur un problème, on a fait des grandes avancées pour qu'il y ait les mêmes droits. Donc, moi, c'est ma note positive. Les écrivains ont maintenant des droits plus structurés à cause de cette loi-là. C'est nouveau, il faut en bénéficier. Il faut partager la bonne nouvelle, entre guillemets, que maintenant, ils ont accès de la même manière que les autres salariés au Québec. Oui, oui, c'est vrai, c'est super. Et toi, Constance? Mais je pense que ce qui est à retenir, c'est vraiment qu'on peut jouer un rôle actif, qu'on peut contribuer au processus de reprise de pouvoir d'une personne victime puis prévenir sa revictimisation en ayant juste un souci pour nos mots, pour le savoir-être dont on va témoigner quand elle va venir se confier à nous. C'est un privilège quand même d'être une personne ressource, de pouvoir offrir des références. Donc, je pense que c'est un rôle très positif qu'on peut jouer à travers des gestes simples dans l'ombre diversifiée. Merci beaucoup pour vos interventions super enrichissantes. Merci beaucoup. Pour ce qui est de la programmation, pour information, en fait, on aurait aimé faire plein de choses, mais on ne peut pas faire plein de choses, on est obligé de choisir. Là, l'objectif, c'était quoi? C'était d'oser nommer, d'en parler, de dire que ça existe. Et en fait, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée, ou du moins le moins de barrières à l'entrée possible. Je parle pour une table ronde et une conférence générale. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas au volet professionnel, tu dois avoir la cocarde, le volet professionnel. Le but, c'était justement de se dire que n'importe qui puisse être concerné, même quelqu'un qui passe et qui n'est pas de cette barrière-là à l'entrée. Et donc, c'était ce choix-là qu'on a décidé de faire ensemble. Et puis, c'était aussi une façon de dire, ça existe, on n'a pas peur d'en parler. Alors oui, les prochaines, il y aura d'autres choses qui vont se faire, mais c'était le choix qu'on a fait de se dire, on veut faire quelque chose d'ouvert, à ce qu'il y ait un maximum de gens qui puissent venir, même 5 minutes, y assister. Maintenant, je suis d'accord avec toi, on avait conscience que c'est très délicat, et donc le but, c'est ça qu'on voulait ni avoir des cas qui ressemblent à des choses, ni... Tu vois, donc, c'était un choix, on savait très bien que d'un côté, le mettre à l'honneur, on se comprend, mais je veux dire, en tout cas, en parler, puis montrer le travail que fait l'Aparté, on était obligé de faire un choix, et cette année, on a fait le choix d'élever, on va dire, la visibilité et du sujet et du travail que fait l'Aparté, Jury Pop avec le programme l'Aparté. Je vais y arriver. Donc voilà, c'était ça en fait le choix. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pardon, non, j'ajouterais aussi, on est vraiment une organisation à échelle humaine et encore plus le programme de l'Aparté. Tu sais, si tu écris au courriel l'Aparté, c'est juste moi qui réponds. Donc vraiment, pour ceux qui ne seraient pas à l'aise, écrivez-moi, ça me fait plaisir. On se prend un café virtuel. On en discute. Puis si jamais il y a des besoins légaux, c'est sûr qu'il y a ma collègue. Puis, donc, juste vous dire, on est vraiment à échelle humaine. Ce n'est pas un numéro de téléphone. Vous allez attendre longtemps avant de parler à quelqu'un. Au contraire. Mais par contre, ce que ça ouvre, en effet, c'est le besoin en fait, de continuer à en parler, de mettre en place des choses. Moi, j'avoue que c'est terrible. Est-ce que je peux dire que j'étais étonnée et pas étonnée en même temps quand j'ai posé la question à Angélica de tous les milieux, de tout le milieu culturel, toutes les industries c'est quelle industrie qui est le plus concernée? On m'a répondu le livre. D'où l'importance en fait d'en parler. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions encore? Super. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'être intervenu, de faire de la sensibilisation. Merci à toutes et tous d'avoir été présents, vraiment. Et je pense qu'on peut vous applaudir pour tout le travail que vous faites, vraiment.
Merci. Merci à Selena pour l'invitation. Merci au Salon du Livre aussi pour le renouvellement de ce partenariat. Merci à mes très chers collègues pour cette conversation qu'on continue, nous, dans nos bureaux à chaque semaine. Puis je pense que, si vous me permettez l'analogie, on a encore un chapitre à écrire pour s'assurer que nos environnements soient sains. Donc voilà, merci d'avoir été là. Puis bon salon. Merci.